Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre, bien sûr, sur les antennes de Trompette Télévision, votre magazine Libre Voix, un magazine autour duquel nous faisons la toile sur les questions politiques de notre pays. Et comme vous le savez, c'est un magazine purement pédagogique. Voilà pourquoi nous avons invité au jour d'aujourd'hui, c'est lui, la personne dont vous nous avez demandé, vous nous avez dit d'appeler pour vous l'honorable Ntingi Pouloulou. C'est avec lui qu'on allait essayer d'échanger sur certaines questions. Malheureusement, il a connu un imprévu, mais pour le respect qu'il a à votre égard, il nous a envoyé celui qui est son chargé de communication et conseiller juridique au nom de monsieur Luc Kayembe, que je dis bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Il est important de d'abord sensibiliser le monde entier et les Congolais par rapport au coronavirus. Donc, puisque vous avez dit que l'émission est pédagogique, c'était important pour nous de pouvoir sensibiliser qu'il ne faut pas sortir sans les masques. Il faut vraiment être dans le lieu public avec le masque pour se protéger et protéger les autres. Merci beaucoup pour cet civisme. Merci beaucoup, Maître Ly Kayembe. Alors, avec M. Ly Kayembe, qui est le conseiller juridique de M. l'honorable Ntingi Pouloulou, nous allons aborder trois sujets pertinents qui ne cessent de croître le débat sur l'opinion tant publique, politique, nationale qu'internationale. Le premier sujet est celui de la divergence qui existe entre les confessions religieuses. Comme vous le savez, le CC et la SENCO s'opposent à la décision de 6 autres confessions religieuses sur la désignation d'un mandataire au niveau de la CENI. Récemment, le pasteur Eric Tsenga, qui est le porte-parole chargé des communications de l'ECC, avait tantôt dit qu'il déplore, je parle bien sûr de la SENCO et l'ECC, de l'illégalité de la procédure, bien que majoritaire, ils disent que, bien qu'ils sont majoritaires, donc les 6 autres confessions religieuses, mais ils n'ont pas pu respecter la procédure, ils n'ont pas suivi la procédure. Voilà pourquoi eux, l'ECC et la SENCO, bien sûr, s'opposent à cette décision des 6 autres confessions. Et après ça, nous allons faire un petit pas vers l'Assemblée nationale où le député Ntingi Pouloulou, qui est d'ailleurs ici représenté par son conseiller juridique, avait déposé une loi sur la congolité, une loi qui exige que l'accès à la fonction à la présidence de la République et d'autres fonctions dites de souveraineté soit verrouillées. Donc il faut être congolais, né de père et de mère pour avoir l'accès à ces postes. Mais aussi, nous allons rester toujours à l'Assemblée nationale où le député Daniel Maoussoukissa, élu de Mohamba, avait aussi déposé une proposition de loi fixant la procédure de la dot. Donc il a proposé que la dot soit fixée à $500 dans le milieu urbain et $200 pour le milieu rural. C'est ensemble sur ces 3 sujets que nous allons essayer de parler avec M. Ly Kayembe, qui est le conseiller juridique de l'honorable Ntingi Pouloulou. Voilà pourquoi je m'en vais directement à poser la première question à M. Ly Kayembe. Quelle est votre lecture lorsque vous voyez la divergence qui se passe entre le confession religieuse, les personnes qui étaient censées prouver l'exemple, les personnes qui étaient censées être les modèles, mais entre eux déjà, il y a des idées qui s'opposent. Les autres disent oui pour la candidature de Kadima, les autres disent non, les CC, la SENCO déplorent l'illégalité de la procédure. Je ne sais pas quelle lecture faites-vous dans cette histoire. Ma lecture, premièrement, nous devons savoir une chose. Nous devons d'abord interroger l'histoire. L'histoire que nous devons interroger, pourquoi est-ce que les élections ne sont pas organisées au niveau du ministère de l'Intérieur? Parce que nous sommes passés à une crise de légitimité. Cette crise de légitimité nous avait conduit à des guerres au Congo. Et nous sommes allés à Sun City, Lusaka Sun City, où il y a eu des accords, on s'est dit non. Puisqu'il y a cette crise de légitimité, la personne qui est au pouvoir ne peut pas organiser les élections. Il faut qu'il y ait des institutions d'appui à la démocratie. D'où la CENI. CENI. Et de là, on a dit, mais qui est mieux placé pour organiser cette élection? On s'est dit, non, faisons confiance aux confessions religieuses. Bon, malheureusement, les personnes où nous recherchons l'unanimité. Or, il n'y aura jamais d'unanimité. Mais le consensus, il y en a. Parce que le consensus est différent de l'unanimité. Donc, quand nous parlons de consensus, nous ne voulions pas qu'il y ait unanimité de toutes les confessions religieuses. C'est d'abord de là que nous devons partir. Ça, c'est un. De deux, il est important aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences. Il n'y aura jamais une unanimité. Puisqu'il y a divergence, mais la procédure, elle est connue par rapport aux chartes qui dirigent, qui organisent même les confessions religieuses. C'est quoi la procédure? Article 17 dit ceci. Consensus.
quand il y a manque de consensus, ce sont les élections. Bon, si la procédure est biaisée telle que vous avez dit tantôt, qui a été déclaré par rapport aux représentants de l'ECC, il dit qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Okay. Mais quelle est la procédure qui devait être respectée? Selon lui, il dit que la procédure dit qu'il faut qu'il y ait la vie du président et de son vice-président pour... Il y a ceci, justement, il y a ceci. Il faut qu'il y ait la signature du président et du secrétaire ou bien du vice-président. Mais la question est de savoir, quand nous faisons les PV, qui signe? Parce que c'est les PV dont il s'agit. Les PV nommant. Dans ces PV-là, on peut bien mettre le nom des personnes. Ce qu'il y a eu comme problème, c'est un procès verbal. Nous, telle confession religieuse, nous sommes réunis par rapport à telle date, il n'y a pas eu consensus, ou bien il y a eu consensus, il n'y a pas eu unanimité, mais il s'est dégagé. Donc, ça veut dire que ces PV-là, ce n'est pas une décision. C'est un procès verbal qui désigne le président de la CENI. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas refusé? Pourquoi est-ce qu'il a refusé de signer le PV? C'est la question qu'il faut poser. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une chose. En interrogeant l'histoire, vous verrez que les confessions religieuses aiment beaucoup être dans l'obscurité. Comment ça? Oui, parce que même lorsqu'ils enseignent, ils confondent, maintenant, aujourd'hui à ce jour, ils confondent l'auditoire de l'église, où ils enseignent, avec des suppositions, tantôt, parfois, et la politique, parce que la question des élections est vraiment concerne les élections, qui est politique. Donc déjà, quand vous dites qu'à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, vous voyez que nous ne sommes plus dans ce qui est à Dieu, nous sommes dans ce qui est à César. Or, dans ce qui est à César, il est important de respecter les règles du jeu. Ils ont accepté d'être dans ce qui est à César, donc, à défaut des élections, à défaut de ce consensus-là. Parce que pour moi, il y a consensus qui a été dégagé sur un candidat. Mais deux autres n'ont pas voulu donner leur cutus. Mais allons aux élections parce que c'est ça la procédure. Mais vous verrez qu'ils évoquent un problème. Il paraît que certains sont corrompus, sans y apporter des preuves. Donc moi je pense qu'à ce jour ici, notre lecture ou bien la lecture qui est faite par l'honorable Ntsingui Pouloulou est que, puisqu'ils ont déposé à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso, a joué vraiment à la sagesse. Il n'a pas voulu entériner comme ça a été avec Manon. Parce qu'avec Malonda, il ne s'est pas posé un problème par rapport à ce choix-là, mais la manière, la façon dont le président de l'Assemblée de l'époque avait entériné et fait passer Malonda a posé problème. Mais à ce jour, il a joué à la prudence. Il faut laisser le temps à ce que les violons puissent s'accorder à gauche et à droite. C'est pour ça qu'il c'est un peu ce temps. Ça veut dire qu'il faut accorder un peu de temps pour pouvoir arriver à... Est-ce que vous savez que ces genres de divergences ont pris la vie de plusieurs Congolais avec cette histoire notamment d'Hirosar Malonda que vous venez d'ailleurs de dire, puisqu'il a été entériné par l'ancien bureau de Mabunda, ça a causé la mort, la vie à plusieurs Congolais. Et si peut-être ces confessions continuent toujours avec ces divergences, ne pensez-vous pas que ça pouvait aussi coûter la vie à d'autres Congolais? Non, vous savez, il y a une chose. On ne sera jamais... On ne va pas tous diverger vers un même point. Il y aura toujours des divergences. Mais je pense qu'en mettant un peu de l'eau dans le vin, en laissant un peu de temps, vous verrez que nous allons aller de l'avant. Sinon, c'est vrai, des morts, il y en a toujours. Il y en aura toujours. Et nous encourageons d'une manière, d'une autre. J'ai bien dit d'une manière, d'une autre. Ça ne doit pas être l'astuce pour nous de dire qu'il y aura des morts, de servir des morts pour aller de l'avant. Mais seulement, nous devons prendre des précautions. Et ces précautions-là demandent à ce que nous puissions être sages. Et la sagesse, c'est de donner le temps, assez de temps, au niveau de l'Assemblée nationale, qui pour moi, je pense qu'à ce jour, et c'est d'ailleurs l'avis de l'honorable Ntsingui Pouloulou, que c'est l'Assemblée nationale qui va pouvoir se décider si il n'y a pas d'unanimité. Parce que le consensus, il y en a déjà. Pour que l'Assemblée nationale décide, c'est quoi la procédure? Parce que l'Assemblée... Non, mais justement, l'Assemblée a d'abord renvoyé les différents confessions religieuses à pouvoir s'entendre. À la fin, c'est l'Assemblée qui va pouvoir décider parce que c'est l'Assemblée qui investit ou bien qui entérine. Oui. L'entérinement, c'est-à-dire qu'il donne le cutus, accepte. En ce moment-là, on verra, c'est-à-dire l'honorable
président de l'Assemblée nationale et son bureau, bien sûr, ainsi que l'Assemblée nationale, va pouvoir se dire, parce que je vous ai parlé de deux phrases, deux verbes. L'unanimité et le consensus. C'est très important. Okay. Mais ne cherchons pas que nous puissions avoir l'unanimité. On ne parle pas de l'unanimité. Le consensus. Est-ce qu'il y a... Le consensus n'a pas été dégagé? Si le fait de signer le PV est une procédure qui a été entachée d'après ce que le ECC disent et l'Église catholique, je me demande si la signature c'est un problème de procédure. Parce que c'est le consensus qui devait être dégagé. Est-ce qu'il n'y a pas consensus? Mais les autres disent que les problèmes se posent aussi au niveau de la patronyme, puisque M. Kadima est de la même province avec le président de la République. Les autres disent qu'il paraîtrait, je suis en conditionnel, que le président de la République aurait peut-être aussi c'est ça même l'ambiguïté, et l'obscurité dont je parlais. Okay. C'est-à-dire, vous savez, j'ai entendu parler ici de plan B. Okay. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu ce plan B là. On a entendu parler ici de les élections, les résultats des élections ne reflétaient pas la réalité et des urnes. À ce jour, on ne nous a jamais donné cette réalité des urnes là. C'est-à-dire que comprenez que l'Église aime toujours rester au milieu du village en laissant les gens dans l'obscurité totale, que chacun puisse tirer ses conclusions. Mais aller dire que parce que les candidats en question et de la même tribu, je me demande alors qui est en train de diviser quand on dit ça. Mais maintenant, puisque plusieurs candidats ne sont pas encore connus, celui qui sera choisi, est-ce qu'il n'y aura pas des candidats qui seront aussi de la même tribu ou bien de même ethnie que certains candidats qui viennent comme président de la République? C'est la grande question. Pourquoi devant-on dire aujourd'hui, si leur candidat à eux, que eux soutiennent, il sera de quelle tribu? Il n'y aura pas de candidats de cette tribu-là. Parce que à ces jours, allez dire au chef de l'État, vous savez, il est important ici d'être objectif et rationnel. L'objectivité ne voudrait pas que nous puissions descendre dans des questions qui vont diviser et qui vont diviser les Congolais. Donc, ces questions-là, parce que là, c'est attaché même, toucher même le tribalisme. Quand déjà l'Église commence à donner ce genre d'affirmation, je me dis sincèrement, qui est en train de diviser ou bien qui cherche à diviser? Merci beaucoup, je comprends très bien si c'est qu'on pouvait retenir que vous êtes pour la candidature de Kadima, bien que la procédure ne soit pas excusez, être pour la candidature de Kadima, c'est-à-dire vous voyez que la procédure était bien respectée, ce sont le consensus n'a pas été dégagé, il a été dégagé. Si on nous parle de la signature, tant mieux, c'est un problème qu'on doit régler. Parce qu'entendre aussi de l'autre côté, notre confession religieuse de Dokamba, il a eu à fustiger. Vous voyez que d'un côté, on commence maintenant à se jeter des pierres. Alors pour moi, je pense qu'en définitive, nous devons revenir au ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections. Parce qu'au moins là, en définissant les règles qui seront émises dans le ministère de l'Intérieur, nous revenons à la case du départ où les ministères de l'Intérieur organisent les élections en République démocratique du Congo. C'est là même l'importance de la loi portant la nationalité ou le verrouillage des postes. Et c'est là même l'importance, c'est très important ce que je dis, c'est là même l'importance de la loi que l'honorable Tsingi Pouloulou, en tant que visionnaire, en tant que leader, avait eu à émettre en mettant en exergue les chefs de rue. Parce que ce sont les chefs de rue qui sont mieux placés, qui sont même à la base de l'administration. Donc voilà un peu pour nous, être pour X, Y candidat, je ne pense pas, mais nous avons constaté qu'il y a eu un candidat qui a dégagé un consensus majoritaire. Faisons seulement une imagination, et si aujourd'hui on disait que M. Lik Kayembe, vous êtes conseiller juridique de l'honorable Tsingi Pouloulou, que je rappelle ici, et si un jour on vous disait que, voilà, puisqu'il y a les divergences qui continuent toujours, M. Lik Kayembe, soyez comme facilitateur de ces deux camps, quel conseil donnerez-vous à ces gens En tout cas, je pense que l'honorable président de l'Assemblée nationale joue déjà à la sagesse, parce qu'ils étaient venus vers lui, et il a renvoyé chacun pour aller trouver le modus vivendi. Ce sont des religieux. Vous voyez déjà quand les religieux, entre eux, commencent à s'entretirer entre eux, c'est que quelque part, il y a un problème. Soit ils reviennent à la religion, à la Bible, et ils laissent les politiques aux politiciens, c'est-à-dire ils renvoient les élections en République démocratique du Congo, parce que nous n'allons pas continuer dans ces cycles-là.
c'était des institutions d'appui à la démocratie. Aujourd'hui, la légitimité est déjà démise. Nous commençons à tendre vers beaucoup des choses qui devaient être faites. Je pense que pour moi, nous devons jouer plus dans la vision de remettre l'organisation des élections au niveau du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup. Alors, aimables téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur les antennes, bien sûr, du Trompette d'Info Télévision. Nous avons reçu aujourd'hui Maître Luc Kayembe, comme je l'avais dit à l'annonce, qu'il est chargé des communications, mais aussi conseiller juridique de l'honorable Ntsingui Pouloulou. C'est avec lui que nous essayons de changer sur certaines questions qui continuent toujours à faire la toile dans la sphère politique congolaise. Et là, maintenant, nous allons parler sur cette affaire de la Congolité. Congolité. Hier, j'ai croisé une maman, déjà je dois vous l'annoncer, et elle m'a posé la question de savoir, Claude, est-ce que être congolais de père et de mère veut dire suffisamment que vous avez les compétences, plusieurs, la qualité, et je ne sais moi quoi pour bien diriger les pays. Je l'ai dit, bon, je ne saurais répondre à cette question, mais si vous nous suivez demain, vous aurez à avoir votre réponse. Déjà, avant que je pose la mienne, je vous pose seulement la question de cette dame. Est-ce que vraiment, si vous êtes congolais de père et de mère, cela prouve à suffisance que vous avez les compétences et les qualités pour bien gérer et faire mieux que les autres? Juste une petite courte réponse et puis nous allons entrer dans vous savez, vous avez dit que c'est... D'abord, premièrement, je voudrais recadrer les choses. Ce n'est pas la congolité. Il n'est pas question de la congolité, il est question de verrouillage des postes clés et de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Quand on dit verrouillage des postes clés, c'est-à-dire que ne peut avoir des postes de responsabilité où il faudrait démontrer la compétence que celui qui est né de père et de mère. Et c'est une question de souveraineté. Il y a la compétence à l'intérieur qui est différente de la souveraineté. Et puisque c'est une question de souveraineté, la compétence, ce sont parmi les critères, tant d'autres des critères, parce qu'il y a plusieurs critères qui peuvent faire qu'un dirigeant puisse diriger. La compétence aussi, il y a des mises, mais ici, puisqu'il s'agit de la nation, de l'État, de la République démocratique du Congo, il est question de la souveraineté et de l'indépendance même dans la gestion. Puisqu'il s'agit d'une question de la souveraineté, à part la présidence de la République, quels sont d'autres postes clés que vous avez pensé verrouiller pour... Je prends déjà un exemple. Vous avez un monsieur comme Ken Gwadon, qui arrive aux côtés de M. Mobutu, le président Mobutu à l'époque, son conseiller juridique. Ken Gwadon est des pères congolais, juifs, polonais et rwandaises. Oui, il a été à côté de M. Mobutu depuis 60 et quelques, les années 60. Jusqu'à ces jours, il a eu à avoir beaucoup de postes. En son temps, M. Mobutu avait compris qu'il avait des personnes à côté de lui qui n'étaient pas des Congolais nés des pères et des mères. Et comme il aimait beaucoup le pouvoir, il a verrouillé en 1984 sur la loi électorale le poste de la présidence de la République. Il fallait être Congolais d'origine. Il a bien déterminé dans cette loi-là, c'est-à-dire être né des pères et des mères. Mais qui a été comme Premier ministre lorsque la Fidèle venait? C'était Ken Gwadon. C'était lui qui devait mettre fin à la guerre. C'était lui qui constituait la force taxe, qui devait s'opposer à la Fidèle qui a mené avec lui les Rwandais et les Ougandais. Curieusement, les Rwandais et les Ougandais ont quitté l'Est de la République démocratique du Congo et sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Donc vous voyez déjà, ce sont des postes de responsabilité qui font assez que nous ne voulons pas mettre les dirigeants mal à l'aise. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de compétences dans des Congolais nés des pères ou des mères. Mais nous voudrions assez que, vous savez, un chef, je parle déjà dans le poste du Premier ministre, parce que c'est ça la question. Premier ministre, le chef d'état-major par exemple. Il y a des bons militaires congolais, des pères ou des mères. Mais puisqu'il y a des postes qui ne peuvent pas mettre des personnes en mal dans l'équation de la prise de décision. C'est-à-dire que le chef, quand il a eu à avoir tous ses conseillers, quand il se retire, quand on dit le pouvoir discrétionnel du chef de l'État, dans ce pouvoir discrétion très importante dans l'équation des prises de décision. Je prends un exemple. Vous avez le chef d'état-major, nous avons un chef d'état-major ici rwandais.
admettons qu'il continue à être chef d'état-major en République démocratique du Congo, et que le Congo devait faire la guerre au Rwanda, et que dans le conseil militaire, il était question d'aller bombarder le Rwanda, vous êtes sûr que ce chef d'état-major-là va nécessairement aller bombarder le Rwanda? N'aura-t-il pas de difficulté de faire le choix entre le côté de sa maman et le côté de son papa? Donc il est important aujourd'hui. Ce n'est pas question d'attaquer les gens, c'est question tout simplement de voir grand le Congo de demain. Et l'honorable Ntingi, en tant que visionnaire, en tant que leader, a eu à voir grand et voir loin. Parce qu'il a initié cette loi-là sur le chef de rue. Qui est mieux placé pour connaître qui est qui au Congo? Donc aujourd'hui, c'est la question de mettre nos responsables, nos dirigeants, dans des conditions à prendre des décisions importantes pour ce qui est de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En vous écoutant, nous entendons ou nous comprenons que c'est comme si vous déplorez seulement la légèreté des choses qui pouvaient être chez un Congolais qui n'est pas peut-être né de père, s'il vous plaît, de père ou de mère. Non, je ne veux pas user des... Parce que si je vous ai bien entendu, si vous avez parlé de l'histoire de Kengo Adondo, qui était l'ancien Premier ministre, alors vous avez expliqué si peut-être Kengo s'était imposé, peut-être l'AFDEL rwandaise ne pouvait pas entrer sur le sol congolais. Mais puisqu'il n'avait pas fait ça, donc on sous-entend que c'était de... Depuis la nuit des temps, la question de la souveraineté est liée à plusieurs facteurs. Le sol. Le sous-sol congolais est riche et envié par plusieurs intérêts. Et l'intérêt des Congolais qui sont nés de père et de mère, ce n'est que le Congo. Il n'est pas question de légèreté ici. Je ne fais pas allusion de légèreté. Mais c'est plutôt la question est de l'infiltration. Nous avons été infiltrés dès la nuit des temps. Ici, je voudrais parler de Bisséguiman, qui a eu à être à côté de Mobutu. Dès qu'il est sorti de l'université, ingénieur, à côté de M. Mobutu. Un monsieur très intelligent, mais rwandais, arrivé comme réfugié. Mais qui a eu à octroyer la nationalité congolaise à un groupe de Rwandais, que nous appelons aujourd'hui Banyamulé, que nous acceptons aujourd'hui comme Congolais. Nous avons eu des problèmes de guerre en répétition. Plusieurs de Congolais, ce n'est pas quelque chose que je peux répéter ici. Nous connaissons l'histoire. Et cela a permis à ce que nous puissions être infiltrés. Et vous verrez que ces infiltrations-là ne concernaient pas que les dirigeants. Vous verrez qu'à l'époque de Mobutu, on parlait ici des femmes, des dignitaires, les deuxièmes femmes de ces dignitaires-là qui étaient de cette nationalité-là. Vous voyez à quel niveau nous avons été infiltrés. Et imaginez que ces responsables-là qui se retirent veulent prendre la décision. Cette femme-là lui dit non, ce sont mes frères. Vous êtes sûr que le Congo va aller de l'avant? Et cette infiltration est faite à dessein. C'est parce que les gens veulent que le Congo soit la poubelle où tout le monde peut entrer, agir, prendre comme il veut. Parce que s'il y a un Congolais au sommet, il y a un Congolais dans la question de prise de décision qui n'a que pour intérêt le Congo, ça sera difficile à ce que ces infiltrations puissent être faciles. Ici, je dois rappeler que vous êtes au sein de l'Union sacrée de la nation. En vous écoutant dire, je pense qu'apparemment vous êtes aussi en contradiction avec l'initiateur de l'Union sacrée pour la nation, c'est lui qui est le président de la République, parce qu'il avait dit que, je pense que c'est lorsqu'il était encore dans l'Est du pays, il a dit que cette question va diviser le pays et puis il ne sait pas ce qui était Congolais de père et de mère. Qu'est-ce qu'ils ont laissé pour les Congolais? Vraiment, cette question, apparemment, ça n'intéresse même pas les présidents de la République que vous soutenez d'ailleurs. Je ne sais pas. Bon, vous savez, l'honorable Ntingi a eu, lorsqu'on a échangé avec lui, il a dit ceci. Le président Félix Tshisekedi dit c'est un faux malade. Vous connaissez, dans l'honorable Ntingi Poulou, dans sa vision éclairée, il sait connaître l'homme. Et là, il a parlé de Mikombe et les démons. Et là, il dit, il faut faire très attention avec le président Félix. C'est un faux malade. Et ces mots ne sont pas des pensées. Quand il parle, ne pensez pas qu'il y a une pensée cachée derrière. Et pour aller plus loin, il n'interdit pas aux Congolais de réfléchir. Il n'interdit pas aux Congolais d'apporter des propositions. Mais nous disons que l'Assemblée nationale, c'est
le temple de la démocratie. Il ne faudrait pas que nous puissions avoir la pensée unique. C'est vrai qu'il a atteint ces propos-là, peut-être, mais il n'a pas interdit aux Congolais de réfléchir. Même si vous êtes dans l'Union sacrée, il n'interdit pas aux Congolais de réfléchir. Donc, les gens réfléchissent et réfléchissent pour le Congo et pour les Congolais, pas d'aujourd'hui simplement, mais de demain. C'est ainsi que dans cette vision-là éclairée de l'honorable Ntingi Pouloulou, il s'est dit, en 2050, qu'est-ce que les Congolais de 2050, ces enfants-là vont dire de lui? Et pour ceux-là qui pensent que l'honorable Ntingi est seulement utilisé pour faire écarter un candidat qui est, entre guillemets, ciblé par votre loi, je ne sais pas, est-ce que réellement l'honorable l'a fait? Mais excusez, qui est ce candidat-là qui est ciblé? Je ne sais pas, c'est moi qui pose des questions. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de candidat. Est-ce qu'il y a déjà la loi électorale qui a été déposée? On a demandé au candidat de venir déposer. Comment pouvez-vous dire à ce jour que nous ciblons quelqu'un? Ben simplement, la question plutôt moi je me pose, qui est derrière tout ce monde-là qui est en train de menacer l'honorable Ntingi Pouloulou? Qui sont en train de menacer l'honorable Ntingi Pouloulou? Parce que, quand vous dites qu'il est instrumentalisé, je vais vous dire en quoi est-ce qu'il est instrumentalisé. Il est instrumentalisé par le Congo, par l'avenir du Congo, par la gestion du Congo, par la souveraineté du Congo, par l'indépendance du Congo. C'est ça l'instrument. C'est ça même le leitmotiv qui les motive. Regardez, vous avez des chefs de rue qui sont méconnus à ce jour. Et ça a été fait à dessein. Parce que c'est l'administration même publique de l'État, l'administration intérieure, la colonne vertébrale. Vous verrez qu'on a eu à détruire cette fonction-là des chefs de rue à dessein. On n'a pas eu à faire des recensements dans ces pays. Ça a été fait à dessein. L'identification des Congolais, ça a été fait à dessein. Pour que nous ayons ce désordre, afin que n'importe qui puisse entrer. Donc pour moi, si l'honorable Ntingi, parce que tout être humain est un instrument, mais il faut être un instrument pour l'avenir. Il faut être un instrument pour la moralité, la bonne moralité. Il faut être un instrument pour l'intérêt général. Il est important aujourd'hui de rappeler que s'il est instrumentalisé, c'est par les valeurs. Ces valeurs-là est bien définies dans notre Constitution. Vous êtes, je rappelle, vous êtes communicateur, chargé des communications, bien sûr, de l'honorable Ntingi Pouloulou. Mais j'aimerais d'abord savoir, est-ce que vous connaissez le pasteur Denis Less? Bon, connaître, c'est trop dire. Je le vois. Vous le voyez au moins. Entre guillemets, on dit qu'il est pasteur. Il prêche aussi. Parce que tout le monde est appelé à être pasteur. Parce que qui est pasteur? C'est celui qui a un brebis. Or, le brebis, le meilleur des brebis, c'est Jésus-Christ. Ma question est déjà répondue. Voilà, donc nous sommes tous pasteurs. Je vous rappelle qu'il était passé ici aussi sur ces plateaux et il était assis là où vous êtes assis. Et pendant qu'il était en train d'être questionné par notre confrère qui est d'ailleurs absent aujourd'hui, M. Denis Less affirme d'avoir connaître personnellement l'honorable Ntingi Pouloulou et il dit que M. Ntingi Pouloulou lui-même n'est pas né des Congolais, des pères et des mères. Vous verrez d'ailleurs ces morceaux dans cet élément que nous sommes en train de faire. Bon, vous savez... Et aussi, Kofi Olomide, dans son passage sur Bosolo na politique, oui, l'a aussi mentionné. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de soutenir quelque chose qui va d'ailleurs vous faire souffrir vous-même? Bon, voilà. D'où l'intérêt même de voir qu'il ne voit pas, il ne parle pas de lui. Si, ça reste à prouver. Mais si il réfléchit ainsi, le pasteur Denis Less, donc, l'honorable Ntingi Pouloulou n'a pas d'intérêt. Il voit seulement le Congo. Est-ce qu'il est Congolais des pères et des mères, l'honorable Ntingi Pouloulou? En tout cas, s'il y a celui qui allègue ces faits-là en disant qu'il n'est pas des pères et des mères, c'est à lui de pouvoir démontrer cela. Mais je vous rassure, moi je vous rassure, qu'il est né des pères et des mères congolais et que c'est vrai que les gens veulent faire le buzz, hein, veulent attaquer, taquiner pour que nous puissions rétorquer, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'honorable Ntingi Pouloulou. Je vous rassure que si cette personne réfléchit ainsi, c'est-à-dire qu'il donne même raison au fait que si lui-même n'était pas né des pères et des mères, pourquoi est-ce qu'il porterait cette loi-là?
Quel est maintenant le leitmotiv, la rationalité par le fait qu'on dise qu'il est instrumentalisé par des personnes, mais lui-même n'est pas né des pères et des mères et qu'il apporte cette loi-là. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine contradiction. Mais bon, ce n'est pas une contradiction, d'ailleurs, ce n'est pas ça aussi notre débat, mais je voulais apporter seulement une précision parce que... Et heureusement que j'ai aussi précisé les choses. Merci beaucoup, parce que lui disait qu'il serait soutenu par certaines personnes pour déposer cette loi, alors que lui-même n'a pas une nationalité 100% congolaise, mais on lui octroyait cette nationalité juste pour faire écarter certains candidats. Il dit connaître, bon, voilà. Okay. C'est à lui de donner les précisions sur ce qu'il connaît, mais sur ce que moi je connais, l'honorable Ntsingui n'a pas ces problèmes-là. Merci beaucoup, chers aimables téléspectateurs. Nous poursuivons toujours notre émission. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Lee Kayembe. Il veut venir représenter l'honorable Ntsingui Pouloulou, qui a être là avec nous, mais au-delà des diverses occupations qu'il a, il vous respecte aussi. Voilà pourquoi il nous vous a envoyé son porte-parole. Donc il est la bouche, je peux dire, autorisée de l'honorable Ntsingui Pouloulou. C'est avec lui que nous poursuivons notre émission. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais nous restons toujours à l'Assemblée nationale où l'honorable Daniel Maoussoukissa, élu de la circonscription de Moamba, avait aussi déposé une proposition de loi fixant la modalité de la dot en République démocratique du Congo. Selon lui, estimerait que les coûts de la dot soient fixés à $500 pour le milieu urbain et $200 pour le milieu rural. Je ne sais pas, l'honorable Daniel Maoussoukissa est d'ailleurs collègue de l'honorable Ntsingui Pouloulou. Est-ce que l'honorable Ntsingui Pouloulou réfléchit aussi de la même manière avec l'honorable Daniel? Pour ce qui est de la question de la dot, il est important d'abord de soulever une chose. Je sais d'abord l'honorable Baou qui a déposé la loi, parce que c'est aussi un avocat, je suis aussi avocat. Je cru entendre qu'il est aussi pasteur, parce qu'il sous-entendait, il est lié aussi par rapport aux écritures bibliques et par rapport à la dot. Mais je pense que c'est un débat, c'est vrai, qu'il voudrait chercher à résoudre un problème tout en créant un autre problème. Comment ça? Parce que le code de la famille, c'est vrai, a déjà estimé que les familles devraient, selon la coutume, ça nous ramène à la coutume. Parce que pour arriver au niveau de l'état civil, il faudrait commencer par la coutume. Et nos coutumes, nous avons combien d'ethnies, combien de tribus, combien de coutumes. Et la question de la dot était réservée à la coutume. Bien qu'aujourd'hui, il y a maintenant un problème sérieux qui est posé. Mais est-ce qu'il a posé les bonnes questions pour proposer un montant? Dans le milieu rural, et dans la ville, dans les grandes agglomérations, comme des villes, $500. Bon, c'est vrai que c'est un débat, parce qu'on cherche à ce que les gens puissent être mariés, mais est-ce que dans la vie, il faudrait nécessairement être marié? C'est ça la question. Si nous allons par rapport à la Bible, s'il peut me donner la femme de Jésus pour lequel il s'était marié, parce qu'il me disait, j'ai suivi ce beau solo, il parlait de la Bible, il parlait de ceci, cela. La valeur de la dot, parce qu'il est allé même plus loin par rapport à Adam, en parlant de mariage, avec Adam et Ève. Y avait-il dit la dot? Auprès de qui on a versé la dot? Parce qu'il y aura ceux-là qui ne doivent pas aussi être mariés, parce que ce n'est pas impératif d'ailleurs le mariage, ce n'est pas une obligation. Donc on ne peut pas essayer un peu de recadrer pour ceux-là qui doivent se marier. Il dit pour permettre à ce qu'il n'y ait pas des abus. Mais quand il limite avec le montant, mais la dot, lorsque nous venons faire le mariage coutumier, il n'y a pas que le montant de la dot. On commence d'abord, la coutume n'est pas écrite. Mais vous savez quand est-ce que ça devient écrit? Quand est-ce que ça devient les droits modernes? Lorsqu'on vous donne déjà, on vous fait le papier. Alors voici ce que nous demandons pour la dot de notre enfant. Nous ne sommes plus dans le droit coutumier, nous sommes dans le droit écrit. Et là, il n'y a pas que le montant qui est demandé. Il y a des objets liés à la coutume. Mais par rapport à ces objets liés à la coutume,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il propose par rapport à cela. Mais il n'est pas important aujourd'hui de proposer un montant. Peut-être pour moi, il aurait peut-être... C'est important de l'affirmer aujourd'hui. Il était peut-être important de mettre le seuil. De parler en termes de seuil. Peut-être. En termes de seuil. Mais qui pourra contrôler? Parce que on peut dire d'accord, la loi exige ainsi. Et aussi au Congo, il y a beaucoup de lois qui sont en désuète à ces jours. Il y a beaucoup de lois. C'est vrai qu'il vient proposer par rapport à une question des sociétés qu'il pose, qu'il voudrait chercher à trouver une solution. Comme l'honorable Tsing l'a aussi fait, il a aussi proposé. Oui, mais vous savez, il a aussi proposé. Mais écoutez, on est en train de proposer en innovant. Mais la proposition par rapport à l'honorable Ntsingui, ça a été déjà évoqué avec M. Mobutu. Il existe déjà, avec la loi de 2004 sur le gouverneur de la Banque centrale, il est précisé, parce qu'on dit Congolais d'origine. Il y a plusieurs d'origine. Hein. Vous verrez que la constitution actuelle dit seulement qu'il doit être Congolais d'origine. Mais quelle origine? Parce qu'il y a l'origine de l'acquisition, l'origine de l'affiliation. Il faudrait préciser. Maintenant, c'est la différence. Et de l'autre côté, il y a plusieurs de Congolais qui ont eu plusieurs nationalités, mais qui ne sont plus Congolais. Mais il y a aussi des députés. Nous réglons un problème sérieux de l'heure et de l'avenir. Mais par rapport à cette question-là, vous verrez qu'il serait déjà difficile. J'ai suivi d'ailleurs le numéro 1 des chefs de coutumier, Fuma Bifim, qui précise même l'importance et qui dit que c'est une question d'ailleurs qui n'était pas assez bien étudiée, bien réfléchie, parce que l'applicabilité va poser problème. Donc, par rapport à l'honorable Ntsingui, pour Loulou, Pichou Cerveau, pour lui, il pense que c'est une question qui est proposée, qui est déposée à l'Assemblée nationale. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'il va pouvoir apporter ses positions au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où nous disons même que ceux qui sont en train de menacer, de jeter des pierres sur l'honorable Ntsingui, ils sont dans l'Assemblée nationale, qui viennent à l'Assemblée nationale faire de contre-propositions. C'est le temple de la démocratie et le Congo va aller de l'avant ainsi. Merci beaucoup, Maître Luc Kayembe. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mais avant de partir, j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire quelle est la relation dorénavant de l'honorable Ntsingui Pouloulou et les gens de l'FCC. Ils s'entendent toujours bien? Non mais écoutez, la politique au Congo est ce qu'elle est. Il n'y a pas de problème avec eux. Ils échangent dans l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de problème. Je ne vois pas quel problème qui pourrait se poser. Ils assistent toujours aux réunions de l'FCC? Aux réunions de l'FCC, il y a eu des réunions de l'FCC qui ont été convoquées. Vous avez suivi qu'il y avait des réunions de l'FCC qui ont été convoquées et que les gens s'y sont présentés? Seulement moi, je ne pouvais pas répondre parce que c'est moi qui posais les questions. Effectivement, donc c'est-à-dire que nous laissons aux Congolais d'apprécier. Et est-ce qu'il y a eu des réunions de l'Union sacrée qui ont été convoquées? Donc ce sont des questions qui restent pendantes et c'est la politique parce que ces regroupements-là n'ont pas de personnalité juridique. Et pour ceux-là qui disent que l'honorable Ntsingui, c'est une personne opportuniste, hein, il cherche seulement les opportunités. Là où il voit qu'il y a des opportunités, il s'accroche. Et les autres l'ont même traité d'impermaturé politique. Il y a un homme qui fait la politique sans vision. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ni plutôt aux téléspectateurs. Je vais vous dire une chose, aux spectateurs, aux téléspectateurs. Merci beaucoup. En politique, on ne tombe pas comme le cheveu dans la soupe. Par contre, il y a de ceux-là qui sont tombés comme le cheveu de la soupe, hein, qui étaient dans le monde des affaires. On est allé les chercher parce qu'ils avaient une certaine notoriété. Ils sont tombés comme le cheveu dans la soupe dans la politique. Comme qui? Non. Vous savez de qui je parle. Parce qu'il y a eu il est aussi avocat, qui a parlé comment est-ce qu'il a amené certaines personnes dans la politique. Et eux-mêmes ne voulaient même pas faire la politique. Mais l'honorable Ntsingui Pouloulou n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe dans la politique. Il a commencé. Il a d'abord, sachez d'abord une chose, il a la Ligue de serviteurs, il a proposé la constitution punitive. À l'époque, il n'était même pas encore député national. Dans son école, il a déjà la gratuité de l'enseignement dans son école. C'est de l'opportunisme? Non.
c'est tout simplement un leader qui voit le Congo de demain, qui a l'amour pour le Congo et des Congolais, qui est, vous savez, si vous voulez, invitez-moi un jour, nous allons pouvoir parler de l'honorable Ntingi, de sa vision, de qu'est-ce qu'il voit pour le Congo. Et vous comprenez que ce n'est pas un politicien opportuniste, parce qu'il a proposé des lois sur les chefs de rue. C'était aussi de l'opportunisme. Puisque vous avez parlé d'une loi, vous appelez ça comment? La constitution punitive. Oui, la constitution punitive. Il a proposé cette loi avant qu'il soit député. Mais pourquoi lorsqu'il est devenu député? Parce que sa loi n'était pas, je ne sais pas, mise à... Non, suivez ses interventions au niveau de l'Assemblée nationale. Il en parle même au niveau de l'hémicycle. Mais pourquoi il n'a pas pensé d'abord à commencer avec ça, proposer ça, si, et après il en a parlé, et certaines de ses idées, de ses interventions au niveau de l'Assemblée nationale est tiré même de la constitution punitive. C'est pour ça que je vous ai demandé, trouver un temps où nous allons pouvoir parler de la constitution punitive. Vous verrez que la Ligue de serviteurs, il y a un coordonnateur qui va peut-être venir vous parler de cela, où il parle des 3C. Les 3C. Quel est le maintenant? Ça, je pense que c'est la dernière. Donc il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas un opportuniste. Bon, c'est vrai, hein, quand on découvre un leader, quand on découvre un visionnaire, c'est tout à fait normal que les gens puissent chercher à tacler pour chercher à s'accrocher et à faire le buzz. Mais l'honorable Ntingi n'est pas un opportuniste dans la politique au Congo. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on devait enterrer le Sphinx de Limete, ici, on a commencé à construire quelque chose. Beaucoup de personnes n'ont pas pu y accéder. Lui est venu y accéder, il a calmé la tension. Parce que les gens voulaient manifester dans ce pays ici. Les gens voulaient manifester parce qu'on voulait enterrer le Sphinx de Limete au cimetière de la Gombe ici. On avait donné quelques mètres carrés. L'honorable Ntingi est entré parce que les gens n'arrivaient pas à y entrer. En sortant de là, il est allé calmer la tension auprès de la population. Est-ce qu'il était aussi opportuniste? Non. Je pense que c'est un leader qui peut-être est découvert, peut-être qu'il est en train d'émerger, et c'est tout à fait normal que les gens puissent chercher à s'y accrocher. Merci beaucoup, M. Lika Yembe. Je l'avais tantôt dit, ça c'est la dernière question que je vous pose. Est-ce que M. l'honorable Ntingi Pouloulou est aussi d'avis avec ceux-là qui disent que le Jeep n'était pas venu au bon moment? Il fallait d'abord servir la population congolaise qui souffre d'ailleurs, qui continue à souffrir jusque-là. Mais le bureau de l'Assemblée a pensé offrir le Jeep qui coûte aussi c'est 27 000 ou 50 quelques mille dollars. Vous savez, ceux qui ont eu à parler de cette histoire de Jeep ou de façon dont les autorités ou les institutions sont en train de vivre, certains ont eu à réclamer des Jeeps et ils en ont reçu 2. Hein. Certains. Vous voyez seulement mon regard. Quand on tacle par rapport à la vie des autorités, mais certains ont réclamé des Jeeps. Mais bon, cette question-là des Jeeps, vous savez, ailleurs, les députés sont mieux nantis. D'ailleurs, il y a certains de ces députés-là qui n'ont même pas de véhicule, qui prennent des taxis, qui louent des taxis pour arriver à l'Assemblée nationale. Mais pendant qu'ils sont en train de faire un grand travail pour la nation, pour servir le Congo, les Congolais, c'est au travers de l'exécutif, au travers des décisions. Vous avez suivi les 100 jours du gouvernement et la vision du chef de l'État a été assez bien éclairée par rapport aux warriors. Je pense que ce sont ceux qui sont mieux placés pour servir les Congolais à travers leurs décisions, à travers la vision éclairée qu'ils sont en train de chercher. Derrière cette volonté-là, politique, de pouvoir servir les Congolais, vous voyez qu'on a parlé déjà ici des prix sur des biens surgelés, sur l'alimentation. C'est-à-dire que ce sont des réponses qu'on doit chercher à donner aux Congolais. Et même aux États-Unis, ce n'est pas tous les Américains ou dans d'autres nations qui sont servis. Il y a toujours de ceux-là qui a toujours des problèmes qui sont posés dans la société. C'est aux dirigeants de chercher à trouver des solutions. Ce n'est pas parce qu'on a donné des jeeps ou bien qu'on voudrait donner des jeeps aux députés nationaux que les Congolais ne seront pas servis ou qu'on ne cherchera pas à servir les Congolais. Merci de m'expliquer très long, mais ma question était celle seulement de savoir si l'honorable était pour ou il était contre bon, ça. Vous savez, malheureusement, vous vous dites ici que
c'est vous qui posez les questions. Je constate aussi que vous n'êtes pas, je ne suis pas devant les juges où je dois répondre nécessairement par pour ou contre. Je vous explicite, mais c'est maintenant à ceux qui nous suivent de pouvoir tirer les réponses dans ce que nous sommes en train de dire. Je comprends vraiment et je confirme que vous êtes les chargés des communications de l'honorable. Merci beaucoup. Vraiment félicitations à vous. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez vraiment marqué. L'Union sacrée va bien sinon. Bon, l'Union sacrée est en train de faire son petit pas. Avec les bilans. Les bilans bon, quand vous parlez de bilan, quand est-ce qu'on fait un bilan? Les bilans ne peut seulement. Si nous devons faire les bilans de 61 ans, si nous devons faire les bilans de 32 ans. Je parle du bilan de Félix. Parce que quand vous parlez du bilan du président Félix, est-ce que c'est le moment de faire les bilans? Non, sincèrement. Est-ce qu'on ne peut pas réaliser déjà ce qu'il a fait dans tout ce qu'il a dit à eux, ce qu'il a fait? Il y a la volonté. S'il y a un bilan, il y a une volonté manifeste. Les bilans, c'est la volonté? Je vous fais voir ces bilans-là. Par rapport au fait qu'on cherche à contrôler, on cherche à vérifier. La gestion a été faite comment? Comment est-ce qu'elle doit être faite? L'IGF est en train de faire son travail. Et ce travail-là permet à ce jour aujourd'hui, l'assiette même de la République démocratique du Congo, des finances de la République démocratique du Congo, comment est-ce qu'elle est à ce jour? C'est vrai que ce n'est pas en 2 ans qu'on va ressentir cela, parce que nous sommes dans un gouffre, mais ce bilan-là, si nous avançons, elle sera largement positive. Merci beaucoup, Maître Eli Kayembe. Je vous promets de vous réinviter encore prochainement face à monsieur le conseiller juridique aussi de M. Matata Ponyo, parce que vous soutenez les travaux de l'IGF. Vous dites que le travail est crédible. Je vais vous inviter en face de lui et nous allons essayer ensemble de... Bon, la question de Matata Ponyo, on va essayer d'échanger. Ok, merci beaucoup. C'est qui le conseiller juridique de Matata Ponyo? Vous le saurez. Ok. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez comprendre que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Alors, si vous avez aimé cette émission, merci à la coordonnatrice de cette émission, Madame Jessica Kankonde, et aussi à notre réalisateur Silo, l'ingénieur. Et dites aussi merci à toute l'équipe technique qui nous ont soutenus. Continuez toujours à nous soutenir. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Trompette Info Télévision. Abonnez-vous, faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Ciao.